Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième Radioscope de l'été. Ouais, un radioscope très occupé parce qu'il suffit que je vous dise une semaine que je n'ai pas beaucoup de questions pour que tout le monde se donne le mot et la semaine suivante, vous m'envoyez un nombre incalculable de questions. Bon, enfin, peut-être pas incalculable, mais un grand nombre de questions. Alors, sans trop de préambule, je vais m'attaquer parce que nous n'avons pas plus que 30 minutes par épisode. Alors, je vais m'attaquer à ces questions qui sont, je vous le dis, d'une qualité assez exceptionnelle pour l'ensemble de celles que j'ai sous les yeux. Alors, on me dit, je voudrais savoir qu'est-ce qui pousse concrètement un problème social à devenir un problème public. Écoutez, moi, la meilleure réponse que j'aurais à vous donner ici, ce serait de dire, c'est une construction sociale, ni plus ni moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que dans les éléments qui vont vraiment expliquer le fait qu'un problème social va devenir un problème public, ce sont des éléments sociaux et politiques. Donc, c'est que vous avez des groupes sociaux assez forts qui s'organisent de manière très solide, de façon à exercer une pression très forte sur un gouvernement, sur des élus politiques, pour que ceux-ci décident de s'engager dans la résolution du problème ou de l'enjeu qui a été soulevé par le groupe. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces pressions-là vont fonctionner? Là, ça devient plus difficile à expliquer parce que ça dépend d'un processus de politique à l'autre. Ici, on est vraiment dans le jeu politique. Il y a des éléments qui font que les politiciens seront convaincus à un moment donné et d'autres qui ne seront pas convaincus à un autre moment donné. Ça dépend de bien des choses. Donc, par exemple, en ce moment, c'est sûr que si vous vouliez proposer un problème qui exige des dépenses supplémentaires d'un demi-milliard de dollars au Québec, ce serait une fin de non-recevoir parce que dans un budget qu'on veut austère, c'est pas le genre de pratique qu'on va accepter. Par contre, dans un autre contexte, si on se mettait à exploiter des richesses naturelles comme l'air et le soleil au Québec et que tout d'un coup on faisait des masses et des masses d'argent et que le Québec se retrouverait avec un budget excédentaire de 3-4 milliards de dollars, là, à ce moment-là, il pourrait être plus sensible à d'autres arguments politiques. Donc, vraiment, c'est la force des groupes, l'organisation des groupes et l'influence qu'ils vont exercer sur le politique qui va faire qu'un problème social va devenir un problème public. Mais, et là, ici, il y a toutes différentes structures, différentes institutions qui vont expliquer le fait que, à un moment donné, cette influence-là peut s'exercer. Alors voilà, on me demande après ça, peut-on parler de cohérence si le gouvernement décline des politiques publiques en adéquation à la politique internationale, des accords de convention, sans trop se préoccuper de la dimension interne de la chose politique? C'est vraiment une excellente question. Évidemment, ça dépend du contexte. Je vais vous donner, si on parle par exemple d'un contexte de libre-échange, où là, le gouvernement s'engage lui-même à travers le traité, à respecter certaines balises avec les autres États en vue du libre-échange. Alors, c'est sûr qu'il va modifier sa politique économique et probablement sa politique fiscale en fonction de ce traité-là. Et là, oui, on va parler de cohérence, parce que dans le fond, c'est un engagement du gouvernement, dans le cas canadien, c'est le gouvernement fédéral, mais de ce gouvernement-là à entrer en libre-échange avec un autre État. Donc, c'est vraiment une volonté politique indépendante ici qui se manifeste. C'est non pas imposé à un État. Maintenant, si on pense à ce qui se passe en ce moment en Grèce, si on pense en ce moment aux pays du tiers-monde qui reçoivent de l'aide internationale et qui sont obligés de modifier leur politique économique, leur politique budgétaire, leur politique fiscale en fonction du pacte signé avec le FMI ou la Banque mondiale. Là, à ce moment-là, ou même dans le cas de la Grèce avec l'Union européenne, là, à ce moment-là, on ne peut plus vraiment parler de cohérence. On parle plutôt de ce que certains auteurs appellent l'effet conformant. C'est-à-dire, on oblige les États à rendre leur politique
conforme à ce que veulent les autres États. C'est un problème qu'on trouve par exemple en Haïti, où le gouvernement haïtien a un peu les pieds, les mains liés quant au choix politique qu'il veut faire, parce qu'il doit respecter nécessairement, il doit rendre conforme l'ensemble de ses politiques aux volontés de l'aide internationale. Donc là, à ce moment-là, moi, je n'appelle plus ça de la cohérence, j'appelle ça de la conformité. On me demande par la suite, auriez-vous un exemple concret au Québec ou ailleurs de similitude et de divergence entre la formulation et la mise en œuvre d'une politique publique? Je vais revenir sur un texte que mon ami Alexandre Couture-Gagnon et moi avons écrit, et qui, on l'espère, sera bientôt publié, où là, on démontrait, en fait, deux choses. D'abord, avant de parler de ce texte-là, parlons d'abord de la similitude. Lorsqu'on a regardé la politique cadre sur le développement durable au Québec, on est allé mesurer l'effet de cette politique-là. Et donc, sa cohérence avec ce qu'on voit ailleurs dans d'autres politiques, ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait une grande similitude entre la formulation de cette politique-là et ce qu'on va revoir par la suite dans la façon dont elle a été mise en œuvre dans d'autres politiques publiques. Alors, on revoit les mêmes objectifs revenir et on revoit, par exemple, dans certains ministères, vraiment des actions très concrètes pour cibler ou pour atteindre les cibles fixées par la politique cadre sur le développement durable. Maintenant, quand on regarde, donc je reviens au texte qu'Alexandre et moi on avait écrit et on regardait donc la cohérence entre la formulation de la politique sur le transport et celle sur la santé publique. Et on regardait comment c'était mis en œuvre par la suite. Et là, on voyait que il y avait une grande divergence dans la façon dont les politiques étaient mises en œuvre dans les différentes régions du Québec. Avec pour conséquence que souvent, il y avait des cibles qui n'étaient pas atteintes dans certaines régions, qui étaient atteintes dans d'autres, pour lesquelles on avait investi de l'argent dans une, pour lesquelles on n'avait pas investi d'argent dans l'autre. Donc, on voit ici qu'il y avait vraiment une divergence dans la mise en œuvre. Et nous, on l'a expliqué ça par le fait qu'il y avait une grande décentralisation de la mise en œuvre. Et donc pas juste une décentralisation vers un niveau, mais une décentralisation à plusieurs niveaux, et qui faisait en sorte qu'il y avait comme une réinterprétation des objectifs d'un niveau à l'autre. Et ce qui expliquait, selon nous, la divergence entre la mise en œuvre et la formulation. On me demande ensuite, pourriez-vous résumer les différents modèles étudiés pendant le cours Coalition plaidante, Kingdon, SIG politique, modèle référentiel de Muller? Écoutez, je vais y aller très très rapidement parce que là, résumer tous ces modèles-là, on en aurait pour quelques heures. Évidemment, le modèle de coalition plaidante, le modèle de coalition plaidante et celui de référentiel de Muller, c'est des modèles qui se ressemblent jusqu'à un certain point parce que ce sont des modèles dits de l'école cognitive. Alors, en gros, ce que les coalitions plaidantes disent, c'est que autour d'un enjeu politique, il y a toujours deux grandes coalitions de valeurs qui se forment. Et donc, le chercheur doit retrouver ces deux, peut-être trois coalitions de valeurs autour d'un enjeu. Et donc, à travers ça, les coalitions vont s'opposer pour pouvoir imposer leurs idéologies au pouvoir politique. Et il y aura ce qu'on appelle des policy brokers, ou des agents politiques, des entrepreneurs politiques, c'est-à-dire des agents spécifiques qui, eux, intercèdent auprès du gouvernement pour le convaincre d'adopter une idéologie ou l'autre. Et donc, à partir de là, ces idéologies-là vont venir façonner les politiques publiques. Et là, ces politiques-là peuvent être, c'est-à-dire les idéologies peuvent être, ou les valeurs peuvent être bouleversées, soit par des événements internes ou des événements externes qui vont venir modifier soit la structure des coalitions ou encore les idéologies qui sont en place. Dans le modèle de référentiel de Muller, c'est un peu différent, mais à la base, c'est encore les idées, les idéologies. Ce que Muller dit, c'est que chaque politique publique ou chaque enjeu de politique publique a un peu une interprétation par un certain nombre de groupes. Et là, c'est pour ça qu'il va parler d'un référentiel sectoriel. C'est-à-dire que chaque secteur va avoir un peu sa vision du problème, sa compréhension du problème, et donc il va tenter d'imposer dans un référentiel global, c'est-à-dire dans une interprétation, une façon de concevoir qui soit globale et qui va, elle, à son tour, influencer la façon dont les gouvernements vont monter les politiques publiques.
Le modèle de Kingdon, c'est un modèle où là, vraiment, on s'intéresse à la mise en œuvre, pas à la mise en œuvre, pardon, à l'émergence des politiques publiques. Et ce que Kingdon cherche à démontrer, c'est qu'il existe trois courants, celui des problèmes, celui des solutions et le courant politique. Et donc, dans chacun de ces problèmes, dans chacun de ces courants-là, il y a des éléments qui, s'y convergent, vont exercer une certaine pression pour que le gouvernement mette à son agenda un problème social et donc qui devienne un problème public et politique. Enfin, le modèle des cycles politiques, c'est un modèle qu'on appelle parfois le modèle séquentiel, c'est-à-dire c'est un modèle ce qui démontre, c'est que une politique publique naît d'abord de l'émergence d'un enjeu à laquelle on va par la suite formuler une politique qu'on va vouloir mettre en œuvre. À la suite de la mise en œuvre, on va vouloir évaluer la politique et cette évaluation-là aura deux conséquences. Soit qu'elle mènera à la fin de la politique, ce qui est particulièrement rare, ou encore va plutôt procéder à une réforme, à un nouveau cycle de la politique. Donc l'évaluation suscite peut-être une nouvelle émergence du problème et donc pour arriver à répondre à cette nouvelle version du problème, si on veut, là, on va repartir dans un cycle de reformulation, mise en œuvre et, encore une fois, émergence. Donc, d'où l'idée du cycle politique. Et là, qu'est-ce qui va expliquer le passage d'un cycle à l'autre ou ce qui va façonner le passage d'un cycle à l'autre? Ça va être les idéologies, le changement d'idéologie, de valeur entre un cycle de politique et l'autre. Donc, Howlett et Ramesh, par exemple, vont vous dire que le changement peut être soit normal, soit typique. Normal, ça veut dire qu'on continue, on modifie légèrement la politique, mais on poursuit un peu dans la même veine. Donc un peu ce qui s'est passé avec le programme des CPE en 2003. Le gouvernement Charest avait modifié légèrement le programme, mais c'est un changement normal. C'est-à-dire que oui, il y avait des modifications, il y avait quelques changements, mais grosso modo, on restait pas mal dans le même système de valeurs. Même si ça avait été établi par le gouvernement péquiste précédent. Un changement atypique, c'est un changement où là, on fait table rase de ce qui existe et on part complètement dans une autre direction parce qu'il y a des changements de valeur, des changements idéologiques très, très, très importants au cours du cycle de politique. Donc, c'est un peu un résumé rapide, mais avec le temps qu'on a, c'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux. On dit, j'ai une interrogation concernant les séances 2 du module 3. Donc, M. Bernier, qui est l'invité qui parle, indique qu'une des limites du modèle de Kingdon est qu'il n'est pas fait pour la gestion de crise, tout en donnant à un moment précis l'exemple de la grève étudiante. N'est-ce pas un peu paradoxal? Sinon, est-ce que ça signifie que nous pouvons voir la grève comme n'étant pas une crise? Non, je crois que ce que M. Bernier voulait dire dans sa capsule, c'est le fait que des crises peuvent parfois précipiter l'attention d'un gouvernement sur un enjeu. Et donc ça rentre en fait dans le courant de politique. Ce qui veut dire, parce que c'est pas conçu pour la gestion de crise, c'est lorsque vous avez réellement une crise que personne n'a vu venir, quelque chose une tuile qui tombe sur la tête, alors que le modèle de Kingdon, c'est quelque chose qui se construit lentement. Or, évidemment, dans le courant des politiques, vous avez des agents qui travaillent à trouver des événements, des éléments pour convaincre le gouvernement de s'intéresser à un enjeu. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils voient un problème, et là, c'est ça l'idée ici, c'est que la crise étudiante devient un problème, et non pas une crise en soi qu'on tente de régler. Parce qu'ici, la question, c'était la question des frais de scolarité. Cette question-là, cet enjeu-là, existait bien avant la grève étudiante. Et donc, la grève étudiante est en fait une mini-crise. C'est pas une crise en soi, c'est une grève étudiante. Donc, c'est un événement plutôt soudain, encore pas si soudain que ça, mais quand même, qui va venir vraiment marquer le coup. Et donc, qui va obliger le gouvernement à vraiment s'engager dans la résolution de ce problème-là. Donc, c'est un peu ce que voulait dire M. Bernier dans sa capsule. On me demande après ça, dans l'approche des coalitions plaidantes, il est question de coordination. J'ai la difficulté à comprendre comment, dans les faits, une coalition composée d'acteurs divers et disparates, mais qui ont des valeurs communes, est coordonnée. Pourriez-vous nous parler de ce principe de coordination? En fait, c'est que vous avez des groupes qui, effectivement, entre différents groupes, vont tenter de coordonner leur action. Et donc, ça ne veut pas dire aussi que tout le monde est coordonné. Ça veut dire qu'il y a un effort en divers groupes de coordonner à la fois l'action, mais aussi, je dirais, le transfert de ressources. C'est-à-dire qui peuvent être des ressources monétaires, mais aussi humaines et informationnelles. Donc,
des groupes qui vont monter des rapports qui vont partager avec d'autres groupes pour venir les aider dans la défense de leurs intérêts, dans le soutien de leurs actions. C'est ce qu'on veut dire par coordination. On me demande après ça, est-ce que les étapes de résolution de problèmes, reconnaissance du problème, proposition de solution, sélection de solution, mise en œuvre de la solution, évaluation de la solution, correspondent en tout point aux étapes séquentielles du processus d'élaboration des politiques publiques selon l'approche des cycles politiques? Bon, écoutez, ça, vous êtes dans un modèle plus de gestion. Est-ce que ça correspond en tout point? Probablement pas, parce que dans un modèle de gestion, vous faites un plan puis vous suivez le plan. Et donc, vous y allez de façon très rationnelle d'un élément à l'autre. Alors, dans un processus de politique publique, vous avez tout un jeu politique qui se joue à chacune de ces étapes-là et qui vont modifier les étapes, qui vont leur donner une couleur. Et même, bon, par exemple, un des éléments qui va expliquer qu'il y a des différences entre la formulation et la mise en œuvre, c'est le fait que vous avez des groupes qui continuent à exercer des pressions. Il peut y avoir un changement de gouvernement pendant la mise en œuvre. Et là, la mise en œuvre va être changée parce que le nouveau gouvernement en place est beaucoup plus sensible aux pressions d'un autre groupe que le gouvernement précédent. Donc, il y a vraiment un jeu politique ici qui se joue et qui fait en sorte que même si les noms semblent similaires, ou les termes semblent similaires, est-ce que dans les faits, c'est des phénomènes complètement différents, qui ont des dynamiques complètement différentes et qui donnent des résultats complètement différents? Dans la capsule sur les cycles politiques, on aborde le modèle séquentiel et les critiquer comme ne reflétant pas la réalité, mais comme un idéal. Pourriez-vous expliquer à l'aide d'une politique publique le modèle séquentiel afin de comprendre comment il peut être utilisé comme outil d'analyse malgré ses limites? Bon, en fait, le modèle séquentiel et le modèle des cycles politiques, le modèle séquentiel, c'est une autre façon d'appeler le modèle des cycles politiques. Et donc, qu'est-ce qu'on dit par ça reflète pas la réalité, mais plutôt comme un idéal? C'est que dans les faits, ça ne se passe pas de manière aussi linéaire. C'est-à-dire, le problème émerge, après ça on le formule, après ça on fait la mise en œuvre, puis après on fait l'évaluation. Dans les faits, il arrive souvent que en cours de formulation, on amorce la mise en œuvre d'une politique, même si on n'a pas complètement fini la formulation de la politique, parce que pour des raisons politiques, pour des raisons budgétaires, on veut amorcer rapidement la mise en œuvre de la politique. Et donc, on va formuler la politique, et là, après ça, plus tard, on va finir la mise en œuvre. Et au moment où on est en pleine mise en œuvre, comme il y a des éléments du plan d'action qui sont déjà terminés, on va commencer tout de suite l'évaluation de ces éléments-là pour prendre un peu d'avance. Puis bon, par la suite, on arrivera à une évaluation vers la fin, même si donc il y a des éléments qui seront complètement finis d'évaluer, même si la politique, dans les faits, n'est pas encore complètement mise en œuvre. Donc, en réalité, il y a beaucoup de chevauchements. Et ça se passe pas de manière aussi linéaire que le modèle semble suggérer. C'est pour ça ici qu'on dit qu'on parle de ces limites-là, qu'on parle d'un idéal. C'est-à-dire, c'est un modèle, c'est une modélisation, c'est une façon de comprendre une réalité qui, dans les faits, n'est pas aussi coupée au couteau que ça puisse le paraître ou que le modèle puisse le prétendre. On dit, selon les stratégies de déni de mise à l'agenda de Cobbs et Ross, la stratégie à moyen coût vise à apaiser symboliquement, et il cite donc la création des commissions. Que la commission Charbonneau qui nous étonne tous les jours, serait un bon exemple du cas présent, absolument. Tout comme la commission Bouchard-Taylor a été un excellent exemple de ça. C'est-à-dire, comment un gouvernement qui doit aller en élection, pris avec une question des accommodements raisonnables, une question qui, en toute fin pratique, a très peu de solutions concrètes à proposer parce que les accommodements, c'est souvent des cas particuliers. Comment un gouvernement peut se sortir d'une patate chaude comme celle-là? On va créer une commission. Alors là, on donne l'impression on fait une action, mais une action qui coûte pas très cher politiquement et qui n'engage pas vraiment le gouvernement à ce moment-là. Dans le cas de la commission Charbonneau, le gouvernement aurait pu rapidement se lancer dans une résolution de ces problèmes-là, mais encore, il y a deux choses ici. Il aurait fait quoi? Il fallait aller chercher l'information. Et encore une fois, le gouvernement libéral s'est lancé là-dedans parce que ça permettait d'apaiser la grogne politique, d'apaiser la grogne sociale qui réclamait depuis des semaines, des mois que le gouvernement agisse dans ce dossier-là.
Mais ça donnait le temps aussi au gouvernement de poser une action avant d'aller en élection. Hein, on l'avait fait avec Bouchard-Taylor, ben là, il le faisait avec Charbonneau. Et donc, d'espérer d'avoir des résultats qui viennent après les élections, donc de pouvoir regagner le pouvoir en se disant, ben, si on peut reprendre le pouvoir, c'est pas très grave, on aura quand même 4 ans pour faire oublier les résultats de la commission. Bon, ils ont perdu avec une très faible marge, mais il reste que, ben là, la commission a été étendue, mais il reste que la commission, ben, c'est une action qui, oui, coûte cher, mais peut-être pas aussi cher que ça aurait coûté si on avait voulu carrément se mettre à poursuivre directement les compagnies fautives ou faire des enquêtes parlementaires, etc. Donc oui, c'est effectivement un excellent exemple. On me dit, j'ai cru comprendre à travers notamment mes cours d'évaluation de programme que le processus d'évaluation faisait partie intégrante du processus de décision. On désigne même l'évaluation comme un outil de prise de décision. Cependant, dans sa présentation, M. Paquin présente l'évaluation comme la dernière étape dans la formulation des politiques publiques, après la mise en œuvre de la décision. Puis-je avoir votre point de vue à ce sujet? Ce processus de formulation des politiques publiques est-il cyclique ou séquentiel? Ben, c'est-à-dire que, cyclique, séquentiel, le modèle des cycles présente une séquence qui, par la suite, reprend vie une fois que l'évaluation est terminée. Bon, dans les faits, maintenant, on insère des activités d'évaluation un peu partout dans la mise en œuvre d'une politique. Donc, de penser qu'il y a une évaluation uniquement à la fin, c'est faux. L'évaluation en vient à différents moments. Par contre, c'est encore vrai qu'on a des évaluations globales qui se font à la fin de la mise en œuvre d'une politique. Ça, c'est encore vrai. On travaille en ce moment sur des trucs avec une administration publique municipale, une équipe et moi, et on en est là. C'est que la politique est mise en œuvre, on a terminé. Maintenant, on a terminé le cycle de 5 ans, et avant de reprendre, on veut savoir où on en est, et là, on nous demande de faire une évaluation. D'où nous en sommes en ce moment. Même si, tout au long, il peut y avoir certaines petites évaluations pour permettre certains réajustements. Il reste qu'à la fin, on arrive avec une évaluation globale. C'est sûr que toutes les petites évaluations, les réajustements servent à nourrir l'évaluation globale, mais il reste qu'à la fin, on a encore cette évaluation-là qui nous permet de fixer des objectifs nouveaux pour les 5 prochaines années. On me demande ensuite, est-ce que la réforme de l'assurance-emploi ne contredit pas l'institutionnalisme centré vers les acteurs, c'est-à-dire qu'elle contrevient au principe même que la décision institutionnelle devrait tenir compte de son environnement social par le fait qu'elle s'oppose à son bien-être social en forçant ses clients à se plier à un cadre rigide conformiste qui vise à diminuer la dette fédérale sans tenir compte des répercussions que cela occasionne. La question ici, c'est encore quel acteur? Oui, d'un certain point de vue, on peut s'interroger à savoir, est-ce que c'est vraiment une décision? Est-ce que vraiment le modèle ici vient bien décrire ce qui se passe? Mais encore, il faut voir que le gouvernement est aux prises avec d'autres acteurs, des acteurs économiques puissants, qui exigent du gouvernement, pour pouvoir continuer à investir, que ce gouvernement-là fasse des actions concrètes dans des programmes qui coûtent cher. Et donc, à ce moment-là, si on mise sur ces acteurs-là, un changement comme on a fait à l'assurance-emploi devient répondre tout à fait à cette idée d'institutionnalisme centré vers les acteurs. De même, on a des bases économiques dans l'Ouest canadien où on n'attend pas après l'assurance-emploi et où on favorise plutôt un État minimal qu'un État providence. Et donc, à ce moment-là, si ça vous sert de base électorale, encore une fois, si vous avez un institutionnalisme centré sur des acteurs, les acteurs forment en soi une institution qui vient cadrer un peu l'action que peut prendre le gouvernement. Et donc, oui, cette idée de changement-là prend tout son sens. Si vous aviez un gouvernement qui était beaucoup plus sensible, si on prenait le gouvernement néo-démocrate, il y a fort à parier que les changements à l'assurance-emploi seraient dans le sens contraire. Parce que les acteurs qui viendraient ici influencer le gouvernement ne seraient pas les mêmes qu'avec le gouvernement présent, qui est beaucoup plus centré sur les grandes compagnies et les grandes entreprises que sur les acteurs qui sont, somme toute, des acteurs plus démunis. Voilà. On dit au Québec, la loi sur le lobbyisme reconnaît que le lobbyisme constitue un moyen d'accès
aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales pour exercer une influence auprès des titulaires de charges publiques. Notre compréhension de cette loi nous porte à croire que le lobbyiste est un acteur qui jouit d'une sorte de légitimité légale et politique, ce qui est tout à fait vrai, tout en respectant la loi pour exercer une certaine influence sur les décideurs de politique publique, ce qui est tout à fait vrai également. Ils peuvent même exercer une influence auprès des institutions de charge publique. Si tel est le cas, quelle différence peut-on établir entre un lobbyiste et un courtier politique? Le lobbyiste, donc, c'est quelqu'un qui est payé, c'est un peu un mercenaire de la représentation des intérêts. Le courtier politique, au contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas un lobbyiste, nécessairement. Le lobbyiste peut être un courtier politique, soit dit en passant, mais votre courtier politique aussi, ça peut être quelqu'un qui est membre d'un groupe d'intérêt, et donc qui n'est pas du tout touché par la loi sur le lobbying, et donc qui est membre d'un groupe d'intérêt, qui connaît certains députés, certains ministres, et qui va intercéder auprès de ces gens-là pour pouvoir être entendu par son groupe d'intérêt. Donc, c'est pas des firmes de lobbying, c'est pas un lobbyiste. Au contraire, c'est tout simplement un membre d'un groupe d'intérêt qui va exercer cet effet-là. Le courtier aussi, ça peut être tout simplement un député qui, lui, est sensible à une situation qui se passe dans sa circonscription et qui demandera, par exemple, au ministre de bien vouloir entendre les citoyens de sa région pour intercéder en faveur de ses citoyens. Donc, un exemple concret ici, vous avez un groupe de citoyens qui réclament dans une région la construction d'une nouvelle école. La commission scolaire dit qu'il faut que le ministère de l'Éducation s'engage à financer la construction d'une nouvelle école. Et là, les citoyens insistent pour voir le ministre, pour influencer la décision du ministre. Et là, le député, lui, pourrait aller voir le ministre qui est, dans ce cas-ci, on va dire son collègue, pourrait aller voir le ministre ou l'appeler le ministre, demander, ministre, est-ce que vous accepteriez de rencontrer ces gens-là? Bon, comme il y a une certaine influence exercée par le député, le ministre accepte, rencontre le groupe de citoyens. Alors ça ici, c'est vraiment cette idée de courtier. Donc le courtier, c'est pas nécessairement juste un lobbyiste, ça peut être un membre d'un groupe d'intérêt, ça peut être aussi un député, ça peut être n'importe qui va chercher à aider, à faire transiger l'influence politique qui serait exercée par un groupe. Enfin, on dit dans le module 3, il est fait mention de l'impact encore limité des recherches universitaires dans les processus de politique publique. À votre avis, est-ce qu'il y aurait des solutions pratiques pour renverser cette tendance au Québec? Ça, c'est la dernière question que j'ai gardée parce que c'est la question qui tue. Existe-t-il, oui ou non, une recette miracle finalement pour renverser, on dit des solutions pratiques, moi je parlerais d'une recette miracle. Moi, je pense sincèrement que ça va nous prendre un bon courtier de politique. Ça va prendre des gens qui sont capables d'exercer une influence plus grande qu'en ce moment, mais des gens aussi qui vont s'engager de façon très sérieuse auprès de la classe politique pour se faire entendre. Il y a un réel combat à mener en ce moment pour que toutes les données scientifiques puissent être mieux comprises, mieux entendues. Mais il y a aussi un travail qui doit être fait auprès des scientifiques. Parce que souvent, les scientifiques n'arrivent pas à bien traduire leurs données probantes pour qu'elles soient utilisables par la suite par la classe politique. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire. Parce que des solutions pratiques, honnêtement, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Parce qu'il y a vraiment une espèce de dialogue de sourds. Sur la scène fédérale, les conservateurs veulent rien savoir de la science. Et c'est très clair dans la majeure partie des décisions qu'ils ont prises. Sur la scène du Québec, on n'a pas ce mouvement de réticence-là, mais il y a une espèce d'ignorance mutuelle. Vous avez des scientifiques qui comprennent pas très bien nécessairement le jeu politique, puis vous avez des politiciens qui comprennent absolument rien. Et vous avez des gens, donc un personnel politique qui travaille pour eux, qui comprennent absolument rien dans la présentation des preuves scientifiques qu'on leur fait. Et souvent qui tentent de même, parfois on va dire, écoutez, est-ce qu'il y a moyen de changer un peu les données que vous avez pour que ça nous soit favorable? Non, c'est pas ça une méthode scientifique. Donc là, on fait quoi? On crée des camps scientifiques pour les politiciens, puis des camps politiques pour les scientifiques, puis on leur donne des crash courses sur la façon de faire de l'un et de l'autre. C'est peut-être une bonne idée. Ça va nous prendre un premier ministre qui va montrer une grande volonté à cet effet-là. Mais pour l'instant, des solutions pratiques, moi j'en vois pas beaucoup. Mais je sais que c'est un thème qui est récurrent, entre autres, auprès de l'OCDE. Cette recherche d'insertion des données probantes dans la construction des politiques publiques.
Alors, c'est ce qui met un terme à la capsule, donc à cet épisode de Radioscope. J'espère que ça vous a plu. On avait beaucoup de questions, beaucoup de matériel, mais c'était fort intéressant, de très très bonnes questions. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine et en attendant, travaillez bien.